Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, les pétitionnaires travestissent la véracité des faits reprochés à Ousmane Sonko. Les avocats de l'État dénoncent une campagne de dénigrement orchestrée par les signataires. L'État restera debout selon les avocats. 3 mois pour discuter des difficultés des médias. Les assises lancées ce matin. Les 6 commissions vont entamer les concertations nationales. Objectif, assainir, améliorer, encadrer le secteur. Quelles sont les causes réelles de l'effondrement d'un immeuble à Rufisque hier? Des experts soupçonnent la nappe affleurante. Les images sont impressionnantes. L'accident a fait 5 morts et 8 blessés. Recrudescence de l'immigration clandestine, les gardes-côtes sur le qui-vive. Une pirogue a été stoppée net à Saint-Louis. Il y avait 97 passagers à bord. Après Fastboy, des jeunes de Caillard sont portés disparus. On vous explique tout dans cette édition. Les avocats de l'État du Sénégal dénoncent une campagne de dénigrement contre l'État. Selon le collectif, les faits reprochés à Ousmane Sonko parlent d'eux-mêmes. Les pétitionnaires cherchent à travestir l'exactitude des faits. Voyons tout cela avec Aminata Mbarisso à Lundiagne. Les nombreux casses et saccages notés au Sénégal les mois passés et qui sont relatifs à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, loin de connaître leur épilogue. Ce pool d'avocats dit se constituer partie civile pour défendre les intérêts de l'État du Sénégal. Pour ses conseils, l'État du Sénégal a subi de lourds préjudices au cours de ces manifestations publiques. Il est à rappeler qu'au cours des différentes manifestations, des saccages et pillages des biens publics ont été la cible des casseurs. Ces biens qui ont une forte valeur sociale, transport, alimentation, carburant, réseau électrique, distribution d'eau, ont été endommagés ou complètement détruits sur l'ensemble du territoire national. L'image de l'institution étatique a été chahutée. Le fonctionnement des services publics ralenti. Les populations terrorisées. Les victimes et leurs familles traumatisées. L'État se réserve le droit d'évaluer l'étendue du préjudice souffert du fait de ces agissements et ne ménagera aucun effort pour rendre effectif la réparation du préjudice subi. Dans cette nouvelle procédure judiciaire, ces avocats de l'État comptent aller au bout pour obtenir réparation des préjudices subis. Le pool d'avocats rappelle que dans le cadre des procédures suivisées, il poursuit et entend ne poursuivre que l'objectif de la restauration et de la préservation des intérêts de l'État du Sénégal par la manifestation de la vérité judiciaire, le respect de la présomption d'innocence, la garantie d'un procès équitable, mais aussi et surtout le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Revenons sur la pétition lancée par une centaine d'intellectuels pour la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Ces robes noires tiennent à rappeler certains principes relatifs au fonctionnement de la justice. Il faut rappeler que quelle que soit la légitimité d'un motif humanitaire ou sanitaire, le fait qu'une autorité, fût-elle l'autorité suprême de l'État, puisse demander à un procureur, quel qu'il soit, de mettre des personnes en liberté provisoire malgré la saisine du juge d'instruction est une catastrophe juridique, une aberration démocratique et une simple magouille politique. Le magistrat instructeur reste le seul garant des droits et libertés des personnes mises en cause jusqu'à la prise d'une ordonnance de règlement. Une nouvelle page judiciaire qui en dit long sur la suite des événements malheureux qui ont secoué le Sénégal et qui ont suscité l'attention des médias nationaux mais aussi internationaux. Les alertes sur la dégradation de la santé d'Ousmane Sonko se multiplient. Un de ses avocats, Maître Cyril Clédorli, ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Quels sont les dangers d'une diète prolongée? Nous avons posé la question au docteur Marie-Louise Gaille. Voici sa réponse sans équivoque. Vous savez que l'alimentation, c'est un élément capital de la santé.
C'est indispensable, c'est capital pour rester en bonne santé, avoir un bon état nutritionnel. Maintenant, quand vous vous privez d'aliments, vous privez votre organisme d'abord d'énergie pour son fonctionnement, mais à la longue, votre organisme puise dans vos réserves. Et ces réserves-là, malheureusement, ça peut atteindre les organes, ça peut toucher tout le tractus intérieur, le métabolisme, ça peut perturber le métabolisme et installer des séquelles. Installer des séquelles, parfois des situations irréversibles qui ne sont pas souhaitables, en tout cas évitables. On peut avoir une atteinte des reins, on peut avoir une atteinte du rythme cardiaque, des perturbations du rythme cardiaque, par exemple des bradycardies, le ralentissement du rythme cardiaque. Qui ne reste pas sans effet. On peut avoir des lésions au niveau cutané, on peut avoir des hémorragies au niveau des gencives, des lésions sur tout le tractus digestif. On peut avoir également des atteintes au niveau cognitif qui va laisser parfois des séquelles de démence et autres si vraiment rien n'est fait ou si le jeûne prolongé n'est pas arrêté. Dans l'actualité également, l'ouverture des assises des médias ce matin à la maison de la presse Babacar Touré. Les 6 commissions vont se pencher sur les maux qui gangrènent le secteur. Parmi les sujets cruciaux, l'économie des médias, les atteintes à la liberté d'expression et la mutation technologique. Compte rendu d'Issa Prera. Précarité, incertitude sociale, crise économique, les médias au Sénégal sont malades. À l'ouverture de ces assises nationales des médias, le diagnostic est fait, le mal est profond. Dans certaines rédactions, pas toutes bien heureusement, les jeunes reporters sont soumis à des stages interminables. Nous ne bénéficions ni de primes de transport, ni d'indemnités pour l'alimentation. Un salaire, n'en parlons même pas. Les jeunes reporters vivent au quotidien tous ces problèmes, mais ils ne sont pas les seuls. Les patrons de presse également ont leur lot de souffrance. Il nous faut, à travers ces assises-là, que l'on tente de revoir le modèle économique de la presse sénégalaise, qu'on tente de voir comment une marchandise dont toute société a besoin, à savoir l'information, que cette marchandise-là puisse être rentable pour les entreprises qui la fabriquent. Nous, entreprises des médias, nous, travailleurs des médias, nous pouvons et nous devons vivre de notre labeur. Aujourd'hui, la crise dans les médias est multiforme, d'où la nécessité de repenser la presse sénégalaise. Une presse parasitée, une presse gangrénée, le ver est dans le fruit, semble dire le CORED. Il ne faut pas confondre journalisme et affairisme, encore moins mettre en avant nos appartenances et accointances politiques ou religieuses. Mesdames, Messieurs, nous sommes envahis par des personnes poursuivant des objectifs inavoués. Il y a aussi que des non-professionnels arrivent à diriger des rédactions avec toutes les dérives qui peuvent en découler. La facilité avec laquelle on crée un site en ligne ou un quotidien fait beaucoup de tort à cette profession. Pour la radio et la télévision, le président Babacar Diagne l'a dit tout à l'heure, les conditions sont plus difficiles. La presse est tellement sérieuse qu'il ne faut pas laisser n'importe qui créer son support. Ainsi, c'est le top départ pour les assises nationales des médias au Sénégal. 3 mois pour réfléchir, échanger et débattre sur tous les problèmes des médias au Sénégal. On dit ça et que pense le public du travail effectué par les journalistes, lecteurs, téléspectateurs et auditeurs invitent les hommes de médias à plus de courage dans le traitement de l'information. Micro-trottoir réalisé par Habib Faye. Vous avez un rôle central dans la vie d'une société. Oui, à tous les moments de la vie, on a besoin donc du journalisme. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le journalisme n'échappe pas réellement, en toute vérité, au tard de notre société. Le journalisme est un métier noble au Sénégal. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'élargir le champ d'application, c'est-à-dire multiplier les versions dans leurs éditions aux autres dialectes. Les journalistes doivent aussi positiver les informations et éviter de divulguer des éléments qui peuvent nuire à la société. Malheureusement, beaucoup de personnes ont infiltré le corps et que se prénomment journalistes tout en ne l'étant pas.
Et je pense que les journalistes, dans leur ensemble, sont en train de s'organiser pour donner encore au métier son lustre d'antan. Les journalistes d'aujourd'hui n'ont pas assez de courage. C'est ça la vérité. Donc, ils doivent aussi nous dire la vérité à chaque instant, car c'est le plus important pour nous. Ils sont là pour donner la bonne information, qu'ils évitent de ne pas passer à côté de cette information. Le plaidoyer du directeur du CESTI, Mamles Camara, pour améliorer la formation des journalistes, le professeur Mamadou Ndiaye, souhaite augmenter la capacité d'accueil du Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Pour cela, il faudra pas moins de 2 milliards selon le professeur. Le voici avec Chérif Dia. Avoir une presse professionnelle et pour cela, il faut régler 3 problèmes. Le premier, c'est la formation. La formation parce que beaucoup de jeunes tapent à la porte du métier, mais en général, ils n'ont pas été bien formés ou ils n'ont pas du tout été formés. Et je pense que l'État doit revoir ce secteur-là pour quand même labelliser la formation en journalisme pour permettre d'avoir les meilleurs produits. Le deuxième souci, c'est la précarité. Beaucoup de jeunes sont dans une situation très difficile. Les groupes de presse eux-mêmes ne peuvent pas assurer voilà, le minimum salarial à ces jeunes-là. Et donc, c'est la porte ouverte à des pratiques peu enviables, des pratiques pas du tout éthiques ou déontologiques. Donc, je pense que c'est un problème qu'il faut régler très rapidement. Le dernier, c'est par rapport au modèle économique des médias. Nous, au CESTI, on a peu de structures, on n'a pas de place pour former convenablement les journalistes. Et je lance chaque année un appel à l'État du Sénégal pour augmenter les crédits qu'il nous accorde, pour nous permettre de former davantage les journalistes. Nous avons également, depuis 2 ans et demi, un souci dans le cadre de notre plan stratégique de développement. Nous avons un souci pour réunir 2,5 milliards pour construire le nouveau bâtiment du CESTI. Et je pense que si le CESTI est renforcé, le CESTI peut prendre en charge les besoins de formation en journalisme au Sénégal. Et les assises vont durer 3 mois pour discuter donc des difficultés des médias. Sur toutes ces questions, on en parle tout juste après cette édition avec le ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam. Le maire de Ourossogui attendu à Matam, à Ourossogui ce week-end, où une polémique l'attend face au chômage et aux inondations et à la précarité. Les jeunes de Ourossogui s'indignent contre l'organisation d'un concert de rap pour marquer le retour de l'édile de la ville. Alors que se passe-t-il? Explication Ali Bandeliang. L'organisation d'un concert de rap pour marquer son retour au Bercail après plusieurs mois d'absence suscite aujourd'hui l'ire des jeunes de Ourossogui. Très amers contre Maître Moussa Bocar Thiam, ces jeunes manifestent tout simplement une déception. Un système ludique de gouvernance, car si un maire il n'a rien à penser qu'à cette période si difficile en termes pratiquement de l'employabilité des jeunes, en termes d'infrastructure dans sa commune, il n'a trouvé mieux de venir pour organiser un concert en l'appelant un week-end de la jeunesse. Je pense bien, il est en train d'organiser un week-end de la honte. Et c'est honteux pour Ourossogui aujourd'hui d'être à cet stade. Il n'a aucune idée vraiment de porter le développement de cette commune. De la pure manipulation de politiciens en manque d'arguments, c'est la réaction de Souleymane Thiam, secrétaire général de la mairie de Ourossogui. On a précisé quand même qu'il y a une désinformation. Maître Moussa Bocar Thiam a décidé d'octroyer des subventions à 20 ASC de la commune, non seulement aux ASC, également aux associations de développement. Au-delà de ça, nous sommes en période de vacances, donc le maire a décidé aussi de leur offrir un concert. Le concert, c'est juste un effet, quand même une tribune pour pouvoir quand même un peu s'amuser. Conseiller municipal de Benno Bokk Yakaar, Cheikh Tidiane Sy di Niansy, lui s'indigne contre ce qu'il estime être un manque de considération. 6 mois dans des conditions très difficiles, on ne voit pas le maire et on a vu que le maire nous revient avec un concert de rap. Franchement, c'est un découragement total et c'est un regret total. Le maire devait venir ici proposer des systèmes de financement, mais le maire est incapable. Le maire est incapable de penser à sa jeunesse. Le maire ne pense qu'à des festivités. Depuis qu'il est à Ourossogui, il a organisé plus de 5 concerts. Le maire n'a même pas, jusqu'à présent, au moment, le maire n'a même pas coupé un ruban, où on dit le maire de Ourossogui a coupé un ruban. Des paroles politiques n'ont pas tout l'habitude de répondre dessus. Tout le monde a vu aussi beaucoup d'actes qui ont été posés par le maire, non seulement à travers d'ailleurs beaucoup de rencontres qui ont été faites avec le préfet. On a pu quand même
faire le curage des caniveaux, on a pu élargir la digue de protection, qui ont permis aujourd'hui, vous avez vu, on est à notre 4e pluie. Aujourd'hui, Ourossogui n'est toujours pas inondé parce que le maire n'est pas là depuis 6 mois, c'est erroné. C'est des jeunes politiciens que l'on connaît. Hein. Dans les lieux publics et partout à Ourossogui, le sujet est au centre de discussion. Mieux, à travers les réseaux sociaux, certains activistes de la ville contestent et fustigent. Mais les partisans de Maître Moussa Bocar Thiam appellent, eux, à la mobilisation pour marquer son retour à Ourossogui. Quelles sont les causes de l'effondrement de l'immeuble survenu hier à Rufisque? Les images sont impressionnantes. Des experts soupçonnent la nappe affleurante. Le bilan, vous le savez, est de 5 morts et 8 blessés. Nos équipes sont retournées sur place à Rufisque-Est. Abdou Diouf Diagne. Retour sur les lieux du drame. Une atmosphère triste y règne. Les quelques personnes retrouvées sur place présentent une mine de deuil et n'ont pas le cœur à parler. À l'intérieur de la cité, quelques habitants livrent leurs sentiments et pointent du doigt la présence de la nappe. C'était une horreur hier, c'était une horreur. Si on te dit qu'il y a 6 personnes sous les décombres, parmi eux, un habitant de la cité, donc ça fait peur, quoi. Vraiment, on a passé une journée très horrible. Mais lolo, quoi. On a pris un peu... Il y a la nappe, bien sûr, ici, mais nous tous, on est sous la nappe. On a des problèmes d'inondation, on a des problèmes de nappe, mais ça ne veut pas dire que c'est les causes de l'effondrement du bâtiment. Mais là-bas, c'est le point bas. Ah, c'est le point bas aussi, mais il faut dire qu'il y avait des travaux aussi, creusés là-bas. Debout sur les décombres, cet ingénieur en génie civil explique les raisons qui pourraient être à l'origine de l'accident. C'est un bâtiment rez-de-chaussée plus 2 étages existants. Et pour l'extension du bâtiment, les dispositions qui ont été prises pour l'extension n'ont pas été bonnes. Et comme c'est un terrain où il y a la nappe, il y a de l'eau qui est arrivée, on n'a pas pris les précautions nécessaires pour renforcer ces poteaux dont on a creusé en bas. Contrairement à ceux qui parlent de la qualité du sol, l'expert indexe la qualité des ouvriers. Alors on a affaibli des poteaux au niveau des fondations. Et vu tout le poids qui arrive, et l'équilibre, c'est... Voilà, il n'y a plus d'équilibre. Et le bâtiment s'est renforcé. C'est une faute professionnelle? C'est plus grave que professionnel. Parce que... Après la tristesse et les indignations, des enquêtes et des sanctions doivent être prises contre les auteurs de ces actes d'imprudence qui mettent en péril la vie des citoyens. Merci Abdou. L'étude de sol doit précéder tout projet de construction. Selon un autre expert, Chérif Diakhaté expose ici les préalables avant l'érection d'un bâtiment. Et les préalables, c'est d'avoir un plan qui est réalisé par un architecte. C'est d'avoir des calculs de dimensionnement de béton armé qui est réalisé par un bureau d'études. Et il y a ce qu'on appelle l'étude de sol. Tout le monde sait que dans tous les pays, les sols sont différents. Pour voir quelle est la portance, la résistance du sol. Est-ce que ce sol peut supporter l'ouvrage qu'on doit construire? Il faut également avoir ce qu'on appelle un permis de construire. Et cette autorisation de construire va vous imposer d'autres documents techniques que je ne veux pas citer ici, qui font que quand vous devez construire, vous en tant que maître de l'ouvrage, vous devez consulter celui qui doit réaliser le bâtiment, qu'on appelle un maître d'œuvre, qui doit être également qualifié. Et une fois que tous ces documents-là sont réunis, au niveau de la municipalité, au niveau de la commune, au niveau des forces de l'ordre, de la police, de la gendarmerie, vous devez circonscrire le bâtiment pour protéger le public. Et l'assurance touriste chantier garantit cet ouvrage-là du début jusqu'à la fin. Maintenant, on peut adjoindre à cette assurance une assurance responsabilité civile pour garantir les dommages causés aux tiers.
Le maire de la ville de Rufisque a procédé au lancement des opérations de reboisement et du projet d'entretien de l'éclairage public. Les réverbères vont éclairer les 5 plus grandes artères de la ville. Voici le maire avec notre équipe à Rufisque. Retenu. On prend une entreprise majeure au niveau du pays pour le moderne et nos équipes internes au niveau des services techniques assurent le standard depuis plusieurs mois. Tu disais les quartiers qui ont déjà été faits. On a cité au moins tous ces quartiers qui sont faits. Et on va continuer à les faire par nos services en essayant de confier. Parce que ce que l'entreprise dit, c'est d'abord l'économie d'énergie. La luminosité sera particulière. Même le fait que nos lanternes sont allumées tous les jours. Ça, c'est un aspect extrêmement important. Chaque fois que tu passes, tu vois que ça fonctionne. Donc, qu'ils aient un dispositif vraiment haut de gamme pour éviter cela, je pense que c'est extraordinaire. Donc, ça y est, tout l'investissement qu'on est en train de faire, en 3 ans, on le récupère en termes d'économie d'énergie. L'actualité, c'est aussi la recrudescence de l'immigration irrégulière. Les gardes-côtes sont sur le qui-vive. À Saint-Louis, une pirogue a été stoppée. Il y avait à bord 97 passagers, dont, voyons tout cela, avec Habib Faye et Diafaraba. Ces candidats à la migration irrégulière ne verront pas l'Europe. Leur pirogue est interceptée au large du littoral de Saint-Louis par les hommes du capitaine Abdou Wahab Sarr, le commandant de corvée en haute mer suite à l'ordonnance du commandement de la zone maritime. À bord de l'embarcation, 97 personnes en partance pour l'Espagne. Au total, ils sont 97. Sur les 97, il y a 83 Sénégalais. Sur les 83 Sénégalais, il y a 3 femmes. Il y a également 12 Gambiens et 2 Maliens. D'après leur déclaration, la pirogue a quitté Kayar. Le lundi 21. Donc nous sommes partis, on les a interceptés pratiquement au large à 250 km environ de Saint-Louis. Après 3 tours d'horloge de négociation et de sensibilisation, le capitaine de la pirogue a fini par obtempérer avant d'être embarqué par le bateau Fouladou au port de Dakar. Donc c'était hier mercredi 23. Donc l'interception a eu lieu un peu après 10h30. L'interception et les premières sommations pour qu'ils s'arrêtent, verbal, sensibilisé, pour qu'ils s'arrêtent, tout ça. Mais ça a été difficile, ils n'ont pas obtempéré très vite. Donc il a fallu poursuivre la sensibilisation, les sommations verbales par haut-parleur, leur sensibiliser, leur parler des risques de ce qu'ils sont en train de faire. On les a sensibilisés sur la dangerosité de leurs actions. Et ce n'est qu'à 14h, pratiquement 14h10, qu'ils ont fini d'obtempérer. Parce que nous, il faut savoir que notre objectif, c'est de les secourir sans qu'il y ait de blessés et des hommes tombés par-dessus bord. C'est pour ça qu'on prend le temps de la sensibilisation. Voilà, donc de 10h40 l'interception jusqu'à 14h passées pour qu'ils obtempèrent et on a procédé à leur embarquement à bord. Ces candidats à la migration irrégulière sont actuellement dans les locaux de la police des frontières du Sénégal. L'immigration clandestine avec son lot de drames continue de prendre de l'ampleur malgré la stratégie nationale de lutte contre le phénomène mise en place par le gouvernement. Après la pirogue de Fastboy, des jeunes de Kayar sont portés disparus. Ils auraient également embarqué. Le tocsin est déclenché par le président du réseau des quais de pêche. Le point avec Cheikh Anta Diop. Cette dynamique entre dans le cadre global d'une volonté de faire face à la recrudescence de l'immigration clandestine, marquée par la multiplication des décès. Actuellement, ce qui se passe à notre pays, c'est incompréhensible. Malgré les décomptes macabres que l'on constate, il y a toujours des départs et des potentiels candidats à l'immigration. Pierre l'a dit tout à l'heure, il y a des pirogues qui, on ne sait pas s'ils sont vivants ou pas. Des jeunes de Bourg, de Kayar, de Saint-Louis, de Kafountine, certains depuis plus de 25 jours. Il faut parler avec les acteurs, mettre le point sur ça et comment voir les solutions adaptées, adéquates. En relation avec les autorités administratives, la gendarmerie, des schémas organisationnels ont été mis en place pour traquer les passeurs et candidats à l'immigration clandestine. Jàpp nañ ci ñu bëri avant sax muy takkarnaase nii ñu bëri jàpp nañ leen ci
Avant même ce drame, nous avons interpellé beaucoup de passeurs et des candidats à l'immigration clandestine sur l'étendue de la Petite Côte et de la Grande Côte. Ce travail-là est effectué de main de maître par les forces de défense et de sécurité. Le mal est trop profond. Le secteur de la pêche est secoué. Ces pêcheurs, femmes transformatrices des produits halieutiques venus de Kayar, Mbour, Diogoguet, Fass Boye, demandent au chef de l'État d'organiser les états généraux de la pêche dans les plus brefs délais. Merci Chiranta. Toute autre chose à présent, la coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal invite l'État à ratifier le protocole de l'Union africaine à la charte des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des citoyens, à la protection sociale et la sécurité sociale. Un atelier de sensibilisation a été organisé dans ce sens. Voici Ndeye Sanya avec Habib Faye. De sensibilisation sur la ratification du protocole de l'Union africaine qui a été adopté déjà depuis février 2022, mais depuis lors, aucun pays africain pour le moment ne l'a ratifié. Et sans la ratification, la mise en œuvre risque d'être très difficile. Les instances, c'est d'abord une sensibilisation de toute la communauté. Quand je dis toute la communauté, c'est vraiment toutes les parties prenantes. C'est d'abord nous, acteurs syndicaux, ce sont les décideurs politiques, ce sont les religieux, ce sont les femmes, c'est le secteur informel. Ce sont également nos partenaires sociaux. La ratification suit un processus et c'est une décision politique. C'est une décision politique. Il y a beaucoup de conventions, il y a beaucoup de protocoles qui ont été déjà pris et qui tardent très souvent à être ratifiés. C'est un processus qu'on suit et nous pensons qu'avec une forte sensibilisation, un fort plaidoyer, certainement les autorités vont nous suivre et ratifier ce protocole parce que la protection sociale, finalement, c'est un investissement pour le développement économique et social. Préparatif du Grand Magal de Touba, focus sur Mbaké Bari, lieu de départ de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké en exil. Ce village fut le lieu spirituel du Cheikh qui y a passé 4 mois avec une partie de sa famille. Voyons tout cela avec ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Sidi Thiam. L'affaire Tesco Boutique a fait le tour de la toile. C'est une nouvelle affaire d'escroquerie de type Ponzi qui émerge. Après qu'une Petropays des Sénégalais ont... Nous devrions avoir le reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye pour revenir sur ce lieu Mbaké Bari où le cheikh est parti. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, la Namibie, le Nigeria et l'Afrique du Sud où les rideaux sont tombés sur le 15e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 6 nouvelles adhésions enregistrées dans 2 pays africains. Le récit de Daniel Diouf. Fin du 15e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 6 nouveaux pays rejoignent le bloc. Il s'agit de l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Leur adhésion officielle prend effet le 1er janvier 2024. Avec ces 6 nouveaux alliés, dont plusieurs poids lourds du secteur pétrolier, l'Alliance prend une nouvelle dimension. Ses membres représentaient déjà plus de 40% de la population mondiale et un quart du PIB. Le choix des BRICS a, en revanche, laissé sur la touche des candidats comme l'Algérie ou le Nigeria. Mais selon Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, ce n'est qu'une première étape. L'expansion va se poursuivre. Découverte de pétrole au large de la Namibie, estimation de la manne 11 milliards de barils. C'est la Namcor, la société pétrolière publique de Namibie, qui a révélé mercredi les premières données de plusieurs puits de pétrole découverts au large du pays. Selon la société, ces découvertes pourraient presque doubler le PIB du pays d'ici 2040. Plusieurs gisements qui pourraient placer la Namibie dans le top 15 des producteurs de pétrole d'ici à 2035. Le produit intérieur brut de la Namibie pourrait grimper à 37 milliards de dollars en 2040 contre un peu plus de 12 milliards l'an dernier.
Des équipes de secours étaient à la recherche de survivants ce jeudi après l'effondrement d'un immeuble dans la capitale du Nigeria, Abuja. Bilan provisoire, 2 morts et de nombreuses autres personnes prises au piège. Selon les responsables des services d'urgence, 37 personnes avaient été retirées vivantes des décombres. L'immeuble de 2 étages s'est effondré lors d'une averse mercredi en fin de journée, selon des témoins. Il servait à la fois de centre commercial et d'immeuble résidentiel. Certaines des personnes prises au piège seraient des acheteurs. Et puis, Vladimir Poutine a adressé ses condoléances ce jeudi aux proches des victimes du crash de l'avion privé survenu hier au nord-ouest de Moscou. Sur la liste des passagers de l'appareil figurait Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner. Vladimir Poutine salue en lui un homme talentueux qui a commis des erreurs. Le président russe promet que l'enquête sur cet accident sera menée jusqu'au bout. Pour rappel, 10 personnes se trouvaient à bord de l'appareil, dont Evgeny Prigojine et Dimitri Utkin, le numéro 2 de Wagner. Selon les secours qui sont intervenus sur les lieux du crash, il n'y a aucun survivant. Merci Daniel. Et puis dans l'actualité sportive, la manche retour du premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions entre Génération Foot et Afia de Guinée et la finale de la Coupe du Sénégal 2023 sont programmés le même jour, dimanche, respectivement à Thiès et à Diamniadio. Un fait jugé regrettable par le président de l'Académie Génération Foot, Madi Touré, avec la radio de toute l'actualité RFM. C'est très regrettable parce que le fait d'être représentant du Sénégal et qu'on puisse pas vraiment avoir l'appui de tout le monde. Et puis j'aurais souhaité aussi que toute la fédération soit à nos côtés pour qu'on puisse vraiment pousser Génération Foot à la qualification du deuxième tour. Bon, c'est très regrettable. Bon, moi je me suis dit aussi peut-être il n'y a pas eu de concertation pour pouvoir juger l'importance de ce match. Et je trouve ça dommage. Et voilà. Mais là, nous sommes en train de se préparer et puis de mobiliser toute la ville de Thiès. Et puis peut-être il y aura d'autres personnes qui vont pas à la finale. Hein. Donc voilà. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés qui vont venir nous soutenir dimanche. Nous allons jouer à 19h et ce sera, je dirais, une belle rencontre. Et nous avons décidé même de faire l'entrée gratuite. Et puis athlétisme, Louis-François Mendy et Sangone Kandi, les deux représentants du Sénégal aux mondiaux d'athlétisme Budapest 2023, n'ont pu faire mieux qu'une place en demi-finale pour les citer. Toutefois, la Fédération sénégalaise d'athlétisme, par le biais de son premier vice-président, juge le bilan satisfaisant pour Serigne Bara Thiam. Les deux athlètes étaient plus en mode apprentissage. Voici le président Serigne Bara Thiam avec Cheikh Sadibou Diarra. Sangone Kandi, qui a été éliminé hier, pas une très grande surprise hein, à l'avenir, donc elle pourra peut-être améliorer sa performance et maîtriser un peu la haute compétition. La grande satisfaction, j'allais dire, c'est par rapport à Louis-François Mendy, donc au 110 mètres, qui, de par sa première série, vraiment s'est classé premier et a fait une très bonne performance. Maintenant, lors des demi-finales, comme vous le savez, donc il a fait un faux départ qui était regrettable quand même. Je pense qu'il continue à apprendre. Il est dans une marge de progression très acceptable. Donc c'est notre porte-drapeau, c'est le meilleur du moment. Je pense qu'avec un peu d'accompagnement et beaucoup d'entraînement aussi et de concentration, à l'avenir, il pourra nous valoir beaucoup de satisfaction. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec le ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam. À tout de suite.